Mardi 15 août 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, l'Assomption a été célébrée aujourd'hui 15 août pour les fidèles catholiques. La foi catholique ne loue pas la Vierge Marie, mais la respecte comme étant la mère de Jésus. Le 15 août est un jour sacré, marqué par l'Eucharistie pour la religion catholique. C'est Gianas et Anzar Hazanravil. La Sainte Vierge est la mère de chacun de nous, étant la mère de Dieu selon la croyance de l'Église catholique. Le pape Pie XII a consacré le jour du 15 août pour célébrer l'ascension de la Sainte Vierge au ciel, une date décidée le 1er novembre 1950. Selon le dogme, le pape Pie XII a déclaré que la Sainte Vierge n'a aucun péché et conformément aux 3 canoniques, le pape ne se trompe jamais dans son enseignement. La Sainte Vierge n'est pas à louer, mais elle doit respecter du fait qu'elle est la mère de Dieu. Apparue 630 fois dans le monde durant le XXe siècle, dont celle à Lourdes en 1958, à Fatima en 1917 et celle à la Salette en 1846. Le père d'Allemand a nommé la Sainte Vierge comme protectrice particulière de Madagascar en 1644. Ce religieux qui avait été le premier prêtre arrivé à Madagascar. Parallèlement à la célébration de la fête de l'Assomption aujourd'hui, au sein de l'église Notre-Dame de la Rosaire à Tomadink, il y a eu également une cérémonie de premier engagement religieux pour les sœurs trinitaires. En éducation, après la proclamation des résultats de l'examen officiel du baccalauréat pour Fianarantsu, Antiran et Mahdank, la publication des résultats va se poursuivre tout au long de cette semaine, notamment pour ceux de Tuamas et de Tuliar qui vont être publiés avant la fin de la semaine selon les informations auprès du ministère de tutelle. Les résultats pour Antananarivo seront publiés vers la fin de cette semaine si les délibérations devraient avoir lieu ce mercredi selon toujours les informations. Reportage. Les résultats du baccalauréat dans la province de Fianarantsu ont été publiés en premier dimanche dernier avec un taux de réussite de 57,89%, soit 19 985 candidats sur les 34 521 inscrits. Après Fianarantsu, ceux d'Antiran et Mahdank ont été également publiés hier. Antiran enregistre un taux de réussite de 66,32%, soit 11 468 qui ont réussi sur les 17 292 candidats inscrits. Pour Mahdank, le taux de réussite, toutes séries confondues, est de 59,96%, soit 13 261 ayant réussi sur les 23 533 inscrits selon les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les résultats du baccalauréat pour Tuamas et Tuliar vont être publiés avant la fin de la semaine, selon toujours les informations, tandis que pour Antananarivo, ils seront publiés vers la fin de cette semaine. En effet, sauf changement, les délibérations devraient avoir lieu ce mercredi. Le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a élaboré une feuille de route dénommée Madagascar Amadiu ou Madagascar propre afin de garantir la propreté et de mieux gérer les activités en matière d'assainissement et d'hygiène dans toutes les villes du pays. Dans ce guide, les équipements nécessaires sont définis en fonction du nombre de populations, mais aussi du renouvellement des services d'assainissement et de la sensibilisation de la population. Les détails avec Cécile Vin sur les images de Sech Adjianabu. La propreté de chaque ville est le reflet du développement. Pourtant, les infrastructures ainsi que le contrôle et le recyclage des déchets sont encore à l'origine des ordures qui s'entassent dans la capitale actuellement. Chaque commune doit avoir un plan de gestion pour le nettoyage,
Et c'est la raison pour laquelle la feuille de route Madagascar Madiou ou Madagascar propre a été établie afin d'améliorer les infrastructures et le ramassage des ordures. La mise en œuvre de cette feuille de route Madagascar Madiou répondra aux besoins fondamentaux en matière d'assainissement et d'hygiène. L'inspection des toilettes et douches, qu'elles soient publiques ou particulières, au sein des sociétés ou sur les marchés sera renforcée pour assurer l'hygiène grâce à cette feuille de route. 175 municipalités sont ciblées pour sa mise en œuvre et la municipalité d'Ankaraobat fait partie de celles qui souhaitent les mettre en œuvre en premier lieu. Les partenaires accompagnent toujours le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans la conception et la mise en œuvre du projet. Dans un tout autre sujet, après avoir été accueillie à Madzang dimanche dernier, la flamme olympique des Jeux des îles 11e édition atterrira à l'aéroport international le vendredi 18 août 2023 à 17h15, aéroport de Touliar, selon les précisions. Touliar, qui est le 3e chef-lieu de province à recevoir cette flamme, qui marque la tenue des Jeux des îles sur le territoire malagasy. Une fois arrivée à l'aéroport de Touliar, la flamme olympique se dirigera vers le nord sur la RN7 en passant par Sainte-Fille, Ankilifali, en continuant sur la voie travaux publics, gymnase couvert jusqu'aux 4 chemins, jusqu'à la chambre de commerce Timénété, et elle se dirigera par la suite vers l'ouest jusqu'au jardin de la mer, ensuite sur la rue de l'Indépendance et terminera son parcours à la cité de la Poste, Souanafinj. Les athlètes célèbres locaux se relayeront pour porter la flamme lors de la grande marche à travers la ville. Concernant les actualités sportives, Michael May, un coach américain renommé, est actuellement à Madagascar pour partager son savoir et son expérience avec la communauté du basket à Madagascar. Une opportunité exceptionnelle pour les coachs malagasy. Madagascar est le 2e pays africain à bénéficier de ce partage d'expérience avec un coach en basket renommé. Les détails avec Aniane Martina, c'est Sylvain et Sech Angianabou. Plus de 50 coachs de basketball au sein de la section Antananarivo ont bénéficié d'une formation organisée par l'association internationale CSRM. Cette association qui propose un programme de formation dénommé Camp sportif qui se poursuit avec une journée dédiée à la formation des coachs de basketball malagasy. En mettant l'accent sur le développement professionnel des coachs, cette initiative vise notamment à renforcer les compétences et les connaissances au sein de la communauté de basket dans le pays. Le coach américain renommé, Michael May, préside cette formation et partage ses connaissances acquises grâce à des années d'expérience variées. De plus, ce coach américain dispose d'une carrière riche et diversifiée dans le monde du basket, ayant coaché des équipes allemandes pendant 16 ans. Arrivé à Madagascar ce week-end, Michael May se dit heureux de partager ses connaissances avec les coachs malagasy. L'objectif est de renforcer non seulement les compétences techniques, mais aussi de promouvoir une meilleure communication entre les joueurs et de cultiver des valeurs de camaraderie au-delà du terrain. Par ailleurs, le CSRM a clôturé en beauté ses 10 jours de formation en organisant des matchs amicaux, mettant en jeu les enseignements dispensés. Une cérémonie de remise de certificats pour les coachs malagasy qui ont assisté à cette formation a également eu lieu. Et pour des diverses raisons concernant le calendrier de la FIBA dans le tournoi africain Road to Bowl, la phase finale de la NAIA 2023 prévue se tenir du 28 septembre au 8 octobre prochain se déroulera du 19 au 29 octobre. Cette annonce est faite afin que les équipes participantes puissent se préparer davantage et améliorer leurs performances. Pour rappel, le club omnisport de la police nationale, COSPN, le dernier champion de Madagascar, représentera Madagascar dans les phases pré-éliminatoires pour pouvoir aller à la Coupe d'Afrique des Nations du club Road to Bowl. La fédération malagasy appelle déjà les supporters et les amateurs du basket à apporter leur soutien et encouragement à l'équipe du COSPN.
Ensuite, les maquis de Madagascar senior à 15 masculins ont reçu une invitation de la Ligue de la Réunion. La rencontre se tiendra le 15 septembre. Ce match s'inscrit dans la continuité du match amical qui s'est tenu en juin dernier à Madagascar. En guise de préparation, 3 volontaires japonais qui ont des connaissances particulières en touche et mêlée sont venus dans le pays pour former ces joueurs au stade Malakam à Taïwan. Les joueurs maquis, hommes et femmes, qui participent aux Jeux des îles bénéficieront également de la même formation pour le rugby à 7, selon toujours les informations. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Ukraine, ce pays a revendiqué lundi 14 août quelques gains dans l'Est et le Sud, de petites avancées dans le cadre de sa contre-offensive déclenchée il y a 2 mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie. Le point avec France 24. Des poignées de main et de longs échanges avec les soldats. Volodymyr Zelensky était ce lundi dans la région de Donetsk pour rendre visite à des troupes sur le front Est, près de Soledar. Il est important de parler directement aux guerriers de l'expérience de guerre de ceux qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons eu des conversations détaillées et franches. Nous avons parlé de notre offensive, de l'approvisionnement des troupes, des capacités des commandants. L'Ukraine a revendiqué ce lundi de petites avancées territoriales dans le cadre de la lente contre-offensive lancée dans l'est du pays il y a 2 mois pour libérer les territoires occupés par la Russie. À Bakhmout, les troupes de Moscou seraient désormais sur la défensive alors qu'elles avaient pris la ville en mai dernier. Nos forces armées avançaient en direction de Bakhmout, sur le flanc sud précisément. 3 km² ont été libérés la semaine dernière. Au total, 40 km² ont été libérés dans le secteur sud de Bakhmout. Les autorités ukrainiennes ont aussi évoqué des progrès dans le sud. Sur ses réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a remercié les États-Unis pour le nouveau programme d'aide de 200 millions de dollars récemment accordé par Washington. Mais les combats continuent de faire rage en Ukraine, qui a fait en difficulté plus au nord autour de la ville de Kupiansk. Jeudi, les autorités ukrainiennes avaient ordonné l'évacuation de dizaines de villages face à l'avancée russe dans cette région. Ensuite, la justice de Géorgie a inculpé lundi 14 août à Atlanta l'ex-président américain Donald Trump et 18 autres personnes pour leur tentative présumée illicite d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet État clé. Reportage sur les images de France 24. Racket, violation de serment ou encore fausse déclaration. Voici quelques-uns des chefs d'accusation lancés contre Donald Trump et 18 co-accusés en Géorgie. La procureure a utilisé une loi de l'État destinée à la lutte contre les gangs criminels. Le grand jury du comté de Fulton a rendu son acte d'accusation. 19 personnes sont accusées d'être liées à un complot criminel visant à annuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. Parmi les co-accusés, Rudy Giuliani, ex-avocat de Donald Trump, ou encore Mark Meadows, son directeur de cabinet à la Maison-Blanche. L'ex-président a réagi sur son réseau social. 19 personnes accusées ce soir, dont moi-même, l'ancien président des États-Unis, par une procureure incontrôlable et très corrompue. Ils ont voulu m'inculper au beau milieu de ma campagne politique. C'est une chasse aux sorcières. Élément déclencheur de l'enquête, un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump. Il demandait alors à un haut responsable local d'inverser le résultat des urnes en Géorgie. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Donald Trump et ses 18 co-accusés ont jusqu'au 25 août pour se présenter devant la justice de Géorgie. La procureure, qui enquête depuis 2021 sur cette affaire, a affirmé vouloir un procès dans les 6 mois.
Et la communauté internationale n'a aucune excuse pour son retard à soulager les souffrances de la population soudanaise, victime depuis 4 mois d'un conflit entre groupes armés, affirment mardi des dirigeants de grandes organisations humanitaires. France 24. La situation que nos équipes observent aujourd'hui, elle est de plus en plus dramatique et malheureusement, on n'a toujours pas le niveau d'accès humanitaire qui est nécessaire pour répondre pleinement aux conséquences dramatiques humanitaires qu'on voit. Aujourd'hui, on fait face à une situation où 80% des structures sanitaires ne fonctionnent plus, où à peu près 40% de la population n'ont pas assez de nourriture, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, et l'accès dans des zones affectées par le combat comme Darfour, mais aussi Khartoum, reste extrêmement difficile. Tout à fait. Nous avons une équipe aujourd'hui qui est basée à Ouad Madani. C'est une ville qui est à environ 60 km à Khartoum. Donc, même si c'est toujours difficile, on doit traverser des lignes de front, négocier l'accès, mais on arrive à mener des activités à Khartoum pour aider à rétablir quelques infrastructures essentielles, améliorer l'accès à l'eau, évacuer un orphelinat, par exemple, il y a quelques mois. Mais à Darfour, la situation demeure extrêmement préoccupante et ce qui nous fait extrêmement peur, c'est que nous n'avons justement pas l'accès, et avec les réseaux téléphoniques qui ne fonctionnent plus, même avoir les informations correctes, avoir les informations de jour à jour de ce qui se passe aujourd'hui sur place, extrêmement difficile. On a mis en place les services dans des zones frontalières au Tchad. Notamment, il y a une équipe chirurgicale et les patients qui arrivent vers nous, ils racontent des histoires effroyables sur ce qui se passe sur place. Oui, effectivement, très peu d'accès à l'eau, à vivre, mais aussi des souffrances incroyables et les problèmes de sécurité. Donc, on reçoit notre équipe chirurgicale à Béché, dans la zone frontalière au Tchad, ils reçoivent des patients qui arrivent tous les jours avec des blessures par balle. Chaque patient a besoin à peu près de 7 à 8 interventions chirurgicales. Donc, on parle de blessures très graves. Et malheureusement, les capacités que nous avons dans notre hôpital aujourd'hui, le nombre de patients qui nous arrivent dépasse largement. Donc, on reçoit 5 fois le nombre de patients que les capacités de l'hôpital que nous soutenons à aujourd'hui. Oui, effectivement, on a commencé la saison des pluies. L'année passée, on a vu beaucoup d'inondations, notamment Khartoum et notamment le Darfour qui a été très affecté par des inondations. Donc, on verra comment la saison de pluie va se dérouler cette année, mais aussi avec beaucoup de corps qui sont toujours dans les rues et qui n'ont pas été enterrés. On risque d'avoir la situation sanitaire très difficile. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.